Quand j'étais enfant, j'avais une boule à neige à côté de mon lit. J'avais l'habitude de la secouer, et la tête sur mon oreiller, j'imaginais qu'il y avait des enfants dedans avec lesquels jouer, et toutes les aventures qui m'attendaient dans ce monde de neige suspendu dans le verre. C'est ce monde que Christian Jacques nous propose dans son film de 1941, L'assassinat du Père Noël. Un professeur essaye de finir une dictée, mais les enfants sont agités. Ce sont les dernières minutes avant les vacances, la veille de Noël. Et c'est dans ce contexte que cette première réplique, apparemment anodine, provenant du moraliste satirique Jean de la Bruyère, est prononcée par l'enseignant. Il n'y a au monde que deux manières de s'élever, ou par sa propre industrie, ou par l'imbécilité des autres. Un point. Bien que ces paroles semblent se perdre au milieu d'élèves distraits et dissipés, elles sont essentielles. D'autant plus lorsque l'on découvre que ce beau conte de fées a été le premier film produit par la Continental Film. Car en évoquant la Continentale, le monde charmant de notre boule à neige se transforme légèrement en une prison claustrophobe, nous obligeant à voyager en pleine Seconde Guerre mondiale dans une France de 1941, alors occupée par les Allemands. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat. À la fin de la guerre, 7000 feuilles éparpillées d'un cahier ont été découvertes dans les décombres de ce qui avait été la cour du ministère nazi de la propagande. Il s'agissait du journal personnel de Joseph Goebbels lui-même, chef de la propagande nazie, qui y écrivait précisément comment il espérait influencer le cinéma français par le biais de la Continentale. J'ai donné des directives très claires pour que les Français ne produisent que des films légers, vides et si possible stupides. Je pense qu'ils s'en contenteront. À première vue, un film léger et vide semble être exactement ce que Christian Jacques a voulu réaliser avec l'assassinat du Père Noël. D'après le roman de Pierre Véry, c'est une histoire qui oscille entre le film à suspense et le conte de fées. Mais Goebbels n'a pas été préparé à ce que, une fois les outils donnés, les réalisateurs français se mettent à trouver de nombreux chemins cachés vers des moments fugaces de liberté pour la culture française. Pour vivre, les artistes du cinéma français avaient besoin de travailler. Et la Continentale était l'une des seules options. Le directeur de la Continentale, Alfred Greven, qui avait été installé par les nazis, a fait comprendre aux cinéastes français que s'ils ne réalisaient pas leurs propres films sous l'occupation, on ferait venir des réalisateurs allemands pour faire des films de propagande. Tout le monde, tous les jours, perd un peu de sa vie. Ça n'effraie personne. Petit doigt, un bout d'oreille, une chose aimée, un peu de sa vie, un autre petit doigt, une autre oreille, toute sa vie, et puis voilà. La plupart des réalisateurs français ne travaillaient pas de leur plein gré. Certains étaient menacés, d'autres venaient avec de grandes réticences. Que celui d'entre vous qui a la conscience tranquille aille lui ouvrir. Mais Robert Le Vigan, qui joue le professeur, était enthousiasmé par l'opportunité de travailler pour une entreprise dirigée par les nazis. Il a même écrit une lettre personnelle à Alfred Greven. Mais tandis que Le Vigan acceptait joyeusement de collaborer avec les nazis, Harry Bohr travaillait sous la contrainte constante. En fait, il a accepté un rôle dans l'assassinat du Père Noël
dans le cadre d'une résolution après que sa famille ait été victime de harcèlement de la part des nazis. Comme le sombre règne des nazis s'est étendu à toute la France, une silhouette ombrageuse apparaît dans l'église du village alpin. L'intrus vole un bijou précieux, la pièce maîtresse de la crèche qui porte le nom de Saint-Nicolas. Ces événements, bien que présentés comme de la fantaisie, évoquent l'ambiance de la vie quotidienne en France pendant l'occupation. En 1939, un pamphlet antisémite publié en France cite Harry Bohr parmi les Juifs. Une liste dangereuse, évidemment, et Bohr est soumis à la tâche ardue de prouver que ses grands-parents maternels et paternels étaient catholiques. Quoi? Silence! Qu'est-ce qu'il y a? On a tué le Père Noël! Harry Bohr ne vivrait pas assez longtemps pour voir son pays se réveiller des ténèbres de la guerre. Après l'assassinat du Père Noël, Bohr a tourné encore un film avec la Continentale, Péché de jeunesse, en 1941. Après cela, il reçoit la visite de 2 émissaires allemands qui lui annoncent leur intention de l'envoyer tourner un film en Allemagne. Bohr tente de les repousser. Il dit que sa santé n'est pas bonne, et en plus, il ne parle pas allemand. Mais quand Harry Bohr a refusé, sa femme a été arrêtée sous prétexte qu'elle cachait une lignée juive. Pour sauver sa femme, Harry Bohr signa le contrat, et bientôt le couple se retrouva à Berlin sous la surveillance constante de la Gestapo. À la fin du mois de janvier 1942, Harry Bohr a déclaré à un autre acteur « Il y a des gens pour qui j'ai fait tant de bien, et que j'ai aidé moralement et pécuniairement, et qui maintenant me font beaucoup de mal. » Notamment l'un de ses plus vieux amis, Édouard Bouchez. Bouchez a épousé une Allemande, et Bohr était le parrain de 2 de leurs 3 enfants. Cela n'empêcha pas Bouchez de fréquenter l'Institut d'études des questions juives, où il va souvent dénoncer ses amis, comme Harry Bohr, non pas en les accusant d'être juifs eux-mêmes, mais d'être juifs par association. Même le cousin de sa femme, un général allemand, a averti Bouchez que l'Institut d'études des questions juives était un endroit terrible à fréquenter. Mais cela n'a pas arrêté Bouchez.
Harribor a été arrêté et torturé par 5 hommes pendant pas moins de 12 heures d'affilée. Il a été incarcéré pendant 125 jours. À sa sortie, son médecin lui rendit visite et le trouva dans un état pitoyable. Impossible à imaginer venant d'un acteur qui avait autrefois si parfaitement incarné la force de Jean Valjean. Il meurt le 8 avril 1943, des suites des complications causées par la torture. Il avait 63 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, Harribor a cherché à aider ceux qui étaient dans le besoin, envoyant même ses propres vêtements aux prisonniers de guerre français. Je viens dénoncer celui que j'aime depuis 20 ans. Ce n'est pas parce qu'il a abusé de moi. Ce n'est pas parce qu'il a volé mes économies. Pour servir Dieu, je le dénonce. Le coupable, c'est lui. Le Vigan a été arrêté alors qu'il tente de s'enfuir par la frontière suisse. Lors de son procès, le 12 novembre 1946, de nombreux membres du cinéma français témoignent pour sa défense et tentent de prouver que Le Vigan avait un esprit faible, facilement égaré. Le Vigan est condamné à 10 ans de travaux forcés. Il perd ses droits civiques en tant que citoyen français et tous ses biens lui sont confisqués. Après 3 ans dans un camp de travail, il est libéré sur parole, mais il s'échappe en Argentine où il vit dans la pauvreté jusqu'à sa mort en 1972. Il semble que les premiers mots de Le Vigan dans l'assassinat du Père Noël soient devenus prophétiques pour lui-même et pour Harribor. Il n'y a au monde que 2 manières de s'élever, ou par sa propre industrie, ou par l'imbécilité des autres. Le Père Noël n'est pas un homme. C'est une idée. Il est la foi. Contrairement aux hommes, la foi et la liberté ne peuvent pas être tuées. Du moins, pas sans notre permission. Nous détenons la liberté et partageons ses bénédictions par des actes de création, comme le partage de nos histoires. Les histoires doivent être aussi anciennes que la conscience humaine, aussi vieilles que le langage. Les hommes et les femmes se sont rassemblés autour de la sécurité du feu. Les conteurs se tenaient debout pour raconter des histoires tirées des profondeurs cachées de leur imagination. Ces histoires étaient des actes de résistance contre l'obscurité, le danger, le mystère de la nuit alors que les flammes faisaient danser les ombres. Ces ombres sont devenues les personnages de la première forme de cinéma. Christian, tu ne rêves pas. Tu n'es pas mort. C'est la première fois depuis que le monde existe que le Père Noël se dérange un 26 décembre, rien que pour un enfant. Et c'est pour toi, Christian. Je t'apporte le chef-d'œuvre d'un brave homme, un artiste dans son genre. Tiens, elle est pour toi. Qu'elle est jolie. Donnez-la-moi. Christian, lève-toi et viens la prendre. Je peux pas marcher. Si, tu le peux. Tu as accepté de mourir pour ce que tu aimes, ainsi mon enfant, tu mérites de vivre et tu l'obtiendras. Allez, chut, lève-toi, viens. Chut, tu peux marcher. Tu peux, mon petit bonhomme, oh, tu veux voler ta toi? Où est la Chine? Ici. Et les petits Chinois, ils ont aussi un Père Noël. Oh, tiens, un Père Noël et un Père Cornus.
Enfin, tout ce qu'il faut pour être heureux. Nos petits Chinois, on leur parle de quoi? Pas de la France. Et des petits Français. Et puis aussi d'une certaine princesse très belle qui dormait dans son petit fauteuil. Il y avait longtemps, bien longtemps qu'elle était endormie. Et dans son sommeil, elle faisait un rêve merveilleux, toujours le même. Elle rêvait du prince charmant qui devait un jour venir la réveiller pour lui apporter le bonheur.